On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'un double meurtrier qui s'appelait Didier Talinon. Il a tué 2 fois 2 jeunes femmes et tenté d'en tuer une 3e. Et après son premier meurtre, il a bien cru qu'il avait signé le crime parfait. Mais il s'est fait coincer 10 ans plus tard en tuant une 2e fois. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel à maître Noël Gentil du barreau des Sables-d'Olonne, avocat de la partie civile. Interview disponible dans un 2e podcast. J'ai écrit cette histoire avec Kiss, réalisation Mathieu Fret. Europe 1, Christophe Ondelatte. Les gens me demandent souvent, le crime parfait, est-ce que ça existe? Je comprends qu'ils veulent une recette, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et en général, je leur réponds qu'il n'y a pas de recette. Et que souvent, c'est le fruit du hasard. Des gendarmes ou des flics un peu mous du genou, un procureur mal inspiré, un nul peut-être. Ça existe. On aurait pu arrêter l'assassin. On est passé à côté. Et toujours, je leur parle de cette histoire de fou. Et cette histoire, elle commence comme ça. On est en août 1989 à Oulme, dans le sud de la Vendée. Et le 7 août, Catherine Charuot, 23 ans, qui vit là depuis 4 mois avec son copain Didier, disparaît. Elle prend son passeport, son chéquier et sa collection de peluches, et elle met les voiles. C'est le copain Didier qui prévient les parents et les amis. On s'est engueulé et puis elle est partie comme ça, un matin. Et depuis, j'ai pas de nouvelles, Ah, je sais ce que vous pensez d'entrer. À force de m'écouter raconter des affaires jour après jour, vous vous dites, c'est lui qui l'a tué. Mais il y a un détail que vous ne connaissez pas et qui explique la mollesse des gendarmes dans cette histoire de disparition. C'est la mère de Catherine qui le révèle. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'elle fait le coup de disparaître comme ça. La dernière fois qu'elle s'est engueulée avec un de ses petits copains, elle a disparu pendant des mois, sans donner aucune nouvelle. Et c'est là que le crime devient parfait. Elle l'a fait une fois, elle a recommencé, voilà tout. Sans compter, ça les gendarmes le disent au début de chaque affaire de disparition, qu'un majeur a parfaitement le droit de changer de vie. Et donc tout le monde se résout à cette disparition, les parents, les amis et le petit copain Didier. Et puis les années passant, les parents se disent, tout de même, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas donné de nouvelles. Qu'elle n'ait pas appelé son petit copain Didier, d'accord. Ils s'engueulaient tout le temps. Mais eux, les parents, elle n'était pas fâchée avec eux. Alors en octobre 1994, ils vont voir un avocat, maître Gentil. Bon, au début, on a accepté l'idée qu'elle voulait changer de vie, que voulez-vous. Mais on s'est dit, elle finira par nous appeler. Et puis les mois ont passé, et puis les années, et elle n'a jamais appelé. Et là, on s'est dit, il y a un problème, Alors on a harcelé les gendarmes, les journalistes et tout ça, mais ça n'a intéressé personne. Et voilà, ça fait 5 ans. Et on aimerait bien obtenir que l'enquête soit relancée, Je vous comprends, messieurs, dames. Écoutez, je vais saisir le procureur de la République en vue d'obtenir l'ouverture d'une enquête préliminaire. On verra ce que ça donne. Et ça n'est pas du tout fin. Le procureur charge les gendarmes d'une enquête. Il retourne voir notamment le copain Didier qui, depuis, a refait sa vie. Je pense tous les jours à elle. Tous les jours. Il y a un truc quand même que je comprends pas. C'est qu'elle n'appelle pas ses parents. Comme si, en me plaquant, elle les avait plaqués, eux aussi. C'est pas normal, ça. Mais tout ça n'ouvre aucune piste. Et donc, le dossier est classé sans suite. Le crime parfait. Car je vous le dis, Catherine Charuot a été assassinée. 10 ans plus tard. Un matin de juillet 1999, sur la nationale 171, entre Nantes et Rennes, à la hauteur de Châteaubriand, un cycliste renifle une drôle d'odeur.
Il s'arrête, il s'approche du fossé. Il entend d'abord des mouches. Et il découvre un cadavre en putréfaction. Une puanteur insoutenable. Il prévient les gendarmes. Bonjour. Suivez-moi, c'est par ici. C'est le cadavre d'une femme, jeune, dans les 20 ans. Elle a le crâne fracassé et le visage tuméfié. T'as vu le pantalon et le soutien-gorge? Le pantalon est légèrement baissé et le soutien-gorge est sous les seins. Signe que la jeune femme a sans doute été violée ou au moins tripotée. Il lui manque aussi une chaussure. À part ça, elle a une montre au poignet et un porte-monnaie dans sa poche, mais rien qui permette de l'identifier. Cela dit, les gendarmes ne mettent pas longtemps à lui coller un nom. Bon, il y a fort à parier qu'il s'agisse de Carole Le Yondre, Y-O-N-D-R-E. Une élève infirmière de 20 ans, elle a disparu il y a 9 jours à Châteaubriand. Et c'est bien elle, Carole Le Yondre. Ses parents l'identifient non pas à son visage, elle est méconnaissable. Il l'identifie grâce à la montre et au porte-monnaie. Elle a disparu il y a 9 jours après une soirée dans un bar, la Louisiane. Le patron du bar dit qu'elle est partie seule à 3 heures du matin. Dans Ouest France, le lendemain, les gendarmes lancent un appel à témoins. Et ils reçoivent l'appel d'une femme qui, le soir de la disparition de Carole, a vu quelque chose de très intéressant. J'ai vu un drôle de bonhomme la nuit de la disparition en rentrant chez moi. D'accord, madame, d'accord. Vous pourriez passer à la gendarmerie pour qu'on recueille votre témoignage? Et cette dame livre des informations qui vont s'avérer déterminantes. Ce soir-là, je suis rentré chez moi tard, très tard, genre 4 heures du matin. Et alors sur la route, juste avant d'arriver à la maison, j'ai vu une voiture avec un homme qui était debout à côté. À 4 heures du mat', je me demandais ce qu'il faisait là. Et vous lui avez parlé? Non, je me suis pas arrêté, mais je l'ai vu remonter dans sa voiture et il m'a fait un petit signe de la main quand je suis passé à sa hauteur. Cet homme, vous pouvez le décrire? Oui, jeune, blanc, coiffé en brosse. Et la voiture? Alors la voiture, c'est une grosse voiture rouge sombre, avec des pare-soleils sur les vitres. C'était un break, genre Renault Nevada, vous voyez? Autre chose? Oui. Le lendemain, je suis allé jeter un coup d'œil à l'endroit où il s'était arrêté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai appelé, parce que pile à l'endroit où il s'est arrêté, il y avait un sac plastique qui était plein de sang. Et autour, les herbes étaient couchées, comme si on avait mis quelque chose, et qu'après, on l'avait enlevé. Cette dame a possiblement vu le tueur cette nuit-là. Et la piste à suivre, c'est la voiture. Un break Nevada rouge foncé, peut-être Bordeaux. Et justement, il y en a un garé devant le Louisiana, figurez-vous. Ce bistrot où la jeune Carole a été vue pour la dernière fois la nuit du crime. Les gendarmes se mettent en plan. Attention, il y a un type qui s'approche de la voiture. Il l'ouvre. Oh putain, il est en train de la nettoyer, il est en train d'effacer des traces. Qu'est-ce qu'on fait? Vous intervenez immédiatement. Badaboum, le type est interpellé en 2 secondes. Vous appelez comment, monsieur? Moi? Didier Talino. Je suis le patron du bar en face, là, le Louisiana. Et vous faites quoi, là, monsieur? Je nettoie ma voiture, quoi, c'est pas interdit. Et là, un gendarme passe une tête dans la voiture. Dis donc, ça sent la mort, là-dedans. On a essayé de mettre du parfum, mais moi je dis que ça sent la barbaque pourrie. Les techniciens de la scientifique débarquent. Il y a du sang sur la moquette à l'arrière. Vous avez noté que le gars se prénomme Didier, comme le petit copain de Catherine Charroux disparu il y a 10 ans. Je dis ça, je dis rien. Alors, ce Didier Talino, qu'est-ce qu'il a à dire sur Carole Le Yondre? Elle a passé la soirée au bar, et au moment où j'allais fermer, elle m'a proposé de m'aider à faire la vaisselle. Laver le verre, quoi. Elle l'a fait gentiment, et après elle est partie. Seule? Ouais, seule. Sauf que depuis, on a trouvé du sang dans sa voiture.
et qu'un témoin l'a vu à 4 heures du matin sur le bord de la route. Les gendarmes le lui rappellent. Alors, il est coincé et il livre une deuxième version. Bon, en fait, à la fermeture, il restait plus que cette femme, là. Et Karim, un habitué. À un moment, j'ai dû descendre au sous-sol. Et j'aurais pas dû parce que j'ai entendu du bruit. Quand je suis remonté, la fille, elle était allongée par terre. Et elle était morte. Moi, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Une connerie de Karim, j'imagine. Je me suis dit, si j'appelle la police, autant fermer mon bar. Hein. Alors j'ai emballé le corps de la jeune femme et avec Karim, on l'a mis dans la voiture. Lui, il est allé s'en débarrasser pendant que moi, je nettoyais les traces dans le bar. Quoi. Voilà. J'aurais pas dû faire comme ça. Mais c'est Karim qui l'a tué. Et là, les gendarmes se disent que peut-être il ne ment pas, parce que ce Karim, il sort tout juste de prison. Sauf que le gars a tellement picolé ce soir-là qu'il dit ne se souvenir de rien. Les gendarmes le gardent à l'œil et ils en reviennent à Talino, qui a manifestement compris qu'il était coincé par la découverte du sang dans sa voiture et qui sert une troisième version, sans doute plus près de la réalité. Ils étaient tout un groupe ce soir-là. Et quand j'ai fermé, je leur ai dit en rigolant, vous n'allez pas partir sans faire les verres, quoi. Je disais ça comme ça. Et elle, elle m'a pris au mot. Elle est restée. Il aurait mieux valu qu'elle s'en aille. J'aurais pas fait cette connerie, quoi. J'étais attiré par cette fille, en fait. Alors j'ai voulu l'embrasser. Mais elle n'a pas voulu. On lavait les verres ensemble derrière le bar. J'ai encore essayé de l'embrasser. Et là, elle a commencé à s'énerver. Je sais pas, quelque chose a explosé en moi. J'ai attrapé une queue de billard. Je l'ai frappée. Et là, elle est tombée. Je me suis aperçu que elle respirait plus, quoi. J'ai paniqué. Et je l'ai traînée jusqu'à la cave. Elle avait le soutien-gorge relevé et le pantalon baissé. Pourquoi ? Parce que dans la cave, j'ai eu envie de voir son corps. Alors j'ai relevé son soutien-gorge. J'ai commencé à baisser son pantalon. Mais là, tout d'un coup, elle s'est réveillée. Elle a commencé à bouger. Et là, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris un fût de bière, je l'ai soulevé et je lui ai fracassé la tête. C'était l'horreur, quoi. Je regrette de l'avoir tuée, cette femme. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ? Je l'ai enroulé le corps dans une bâche. Et je l'ai caché derrière les casiers à bouteilles au fond de la cave. Après, j'ai pas dormi de la semaine, ou très mal. J'arrêtais pas d'y penser. Mais bon, il fallait que je fasse mon travail, quoi, normal. Le cadavre est donc resté une semaine à la cave. Forcément, ça a dû sentir. Alors un soir, il l'a chargé dans son break. Il s'est engagé au hasard sur un chemin privé et il a jeté le corps dans un fossé. Et là, il y a une voiture qui est arrivée. Et la femme qui conduisait m'a vu. Du coup, moi, j'ai repris le corps, je l'ai remis dans la voiture et je suis allé le jeter plus loin, quoi. Mais il a oublié sur place le sac plastique plein de sang qui entourait la tête. Ce qui a amené le témoin à alerter les gendarmes. Voilà, il a avoué. Et on trouve du sang dans la cave, et le trousseau de clés de Carole et la chaussure qui manquait, cachés dans un faux plafond. Le lendemain, la tronche de Talino est en grand dans le journal Ouest France. Et ça fait tilt dans la tête d'un gendarme de Vendée. Bon sang, mais c'est bien sûr. Talino, Didier Talino. C'est le type dont la copine a disparu du jour au lendemain à Aulme il y a 10 ans. Catherine Charot. Le gendarme prévient sa hiérarchie
Et au cours de la perquisition qui suit l'arrestation du zigoto, dans un placard, on trouve les peluches de Catherine Charroux. Les peluches qu'elle était censée avoir emportées il y a 10 ans. Bon, et maintenant, Talino, si on parlait de votre copine Catherine, disparue il y a 10 ans. Pour être honnête, on commence à envisager sérieusement que vous l'avez tuée, elle aussi. Hein. Moi, c'est n'importe quoi. Elle est partie, je vous dis, du jour au lendemain. Je ne vous crois pas, Talino. Et je vous demande, sérieusement, de penser 2 secondes à ses parents, que vous connaissez. Ça fait 10 ans qu'ils l'attendent, monsieur. Ils ont le droit de savoir, non? Et là, Didier Talino se tortille les mains, son regard se mouille. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, vers 1h du matin, Catherine, elle était hyper remontée, quoi. Elle avait bouclé ses valises. Et elle était prête à partir. Mais pourquoi est-ce qu'elle était remontée? Elle me disait comme quoi je la trompais. C'était pas vrai. Hein. Alors on s'est disputé. Je lui ai donné une gifle, ça je le reconnais. Elle a basculé. Sa tête a cogné le bord de l'évier. Mais je vous assure, je voulais pas lui faire de mal. Sa tête saignait, c'était l'horreur. Je me suis baissé pour écouter son cœur. Il battait plus, quoi. Et où est le corps, Talino? Il est chez moi, dans le potager, à 1 ou 2 mètres du mur de la cuisine, je dirais. Alors, le juge ordonne qu'on creuse. Et à environ 50 cm de profondeur, on trouve un squelette. Un squelette enroulé dans une couverture saucissonnée de cordelettes. Et dessus, d'étranges petits flacons de parfum vides. Talino! Talino, approchez-vous. C'est quoi ça, ces flacons, là? Givenchy, Guerlain. À quoi ça sert? Ouais, c'était pour masquer l'odeur de cadavre au chien, quoi. C'était pas profond, quoi. J'avais peur qu'ils viennent creuser, quoi. Cette histoire de gifle qui fait tomber Catherine, dont la tête heurte le lavabo, honnêtement, personne n'y croit. La mort de Carole 10 ans plus tard, le fût de bière avec lequel il lui a fracassé la tête, ça ne peut pas être un accident. Le type est violent. Il est intrinsèquement violent. Et on se demande d'ailleurs d'où ça lui vient. Les psys qui viennent l'examiner décrivent un homme normal, qui n'a aucune pathologie psychiatrique et aucune perversité. Rien. On se renseigne là où il a travaillé. Avant d'avoir un bar, il était cuisinier. Aucun problème. Aucun passif. Alors on cherche dans son histoire familiale et on trouve un père chauffeur routier, souvent absent, mais sans reproche. Et une mère très autoritaire, qui jouait du martinet. Bon, ma mère, elle m'angoissait tout le temps quand j'étais gosse. Il s'est mis à casser des chaises et des assiettes quand il a eu 10 ans. Et à 14 ans, il a mis la maison de ses parents à sac. Mais pourquoi? Eh bien, on ne sait pas. Le martinet n'est pas une explication valable. Talino a tué 2 femmes. Et s'il en avait tué d'autres? Les gendarmes reconstituent son parcours depuis la disparition de Catherine Charruot en 1989. Et ils tombent sur une 3e femme. Mais elle n'est pas morte. Elle l'a juste échappé belle. Ça s'est passé en 1994, pile au moment où les parents de Catherine Charruot ont commencé à secouer le procureur pour qu'il rouvre une enquête. Il a senti le vent tourner et il a décidé d'aller s'installer en Serbie, parce qu'en Serbie, à l'époque, on n'extrade pas les Français. Et sur la route, il s'est arrêté à Düsseldorf, en Allemagne, pour rendre visite à une de ses ex, Christine Richter. Et voilà ce que cette fille raconte. Didier, il m'a appelé en me disant que sa voiture était cassée et qu'il voulait dormir chez moi, quoi. Alors j'ai dit oui,
Mais je lui ai dit juste de dormir. Et puis le soir, je faisais la vaisselle. Il est arrivé par derrière et pam, il m'a assommé. Je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, j'ai pas compris moi ce qui s'était passé. Il m'a dit, il y a une bouteille qui est tombée de l'étagère. Bon, en attendant, moi je pissais le sang, j'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé d'appeler un médecin. Mais il me dit non, tout va bien, je vais aller à la pharmacie t'acheter des médicaments. Et il ajoute, j'ai pas d'argent. Alors je lui ai donné ma carte et le code. Et lui, plutôt que d'aller à la pharmacie, il est allé au distributeur tirer le maximum d'argent. Et il est revenu en me disant, la carte marchait pas. Donne-moi une autre carte. J'en ai donné une autre avec le code. Et il a fait pareil, quoi. Mais là, il n'est pas revenu. Heureusement, une amie m'a amené à l'hôpital. Talino est interrogé là-dessus. Et il avoue qu'il lui a donné 2 coups de rouleau à pâtisserie en marbre sur la tête. Ça se confirme. Ce Talino est une brute. Pour l'ensemble de son œuvre, Didier Talino est jugé en 2 fois. Une première fois en octobre 2001 à La Roche-sur-Yon pour le meurtre de Catherine Charriot en 89 et la tentative de meurtre sur Christine Richter en 94. Concernant la mort de Catherine, il joue toujours l'homme qui s'est laissé dépasser. Elle m'a dit qu'elle voulait me quitter. Ça m'a fait comme, je dirais, une flèche dans le cœur. Alors je lui ai donné une gifle, sans doute trop forte. Et la suite, je sais pas, j'ai paniqué, j'étais perdu. J'étais perdu. Si vous étiez perdu, monsieur Talino, pourquoi n'avez-vous pas appelé le SAMU ou la police? Bonne question de l'avocat général, qui semble penser d'ailleurs que le meurtre de Catherine Charriot était prémédité. Christine Richter, maintenant, les coups de rouleau à pâtisserie en marbre sur la tête. Elle n'est pas là. L'avocat de Talino voudrait convaincre les jurés que ça n'est pas une tentative de meurtre, mais que c'est un vol avec violence. Auquel cas, ça serait prescrit. Faut pas rêver, maître. Ça passerait. S'il n'avait pas tué les 2 autres. Après 3 jours de débat, l'avocat général requiert la peine maximale pour un meurtre, 30 ans de réclusion criminelle. Et il demande une peine de sûreté de 20 ans. Et c'est ce que prend Talino. 30 ans plus 20 ans de sûreté. Et il fait appel pour rien. En décembre 2002, Talino est jugé à Nantes pour le meurtre de Carole Leyon. Et sur ce dossier, il a encore changé de version. Je dis pas que je l'ai pas tué. Mais franchement, je me souviens de rien. Je me suis réveillé en pleine nuit dans la cave avec le cadavre à côté. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un m'a drogué pour me faire porter le chapeau. Je sais pas. Personne ne peut croire à cette version. Sauf les psychiatres. Il existe des cas fréquents de ce qu'on appelle dans notre jargon une amnésie salvatrice. C'est-à-dire que, horrifiée par ce qu'elle a fait, la personne refuse la responsabilité des actes dont on l'accuse et en oublie les scènes les plus flagrantes. Mais après 3 jours de débat, comme au premier procès, Didier Talino est condamné à 30 ans de prison assorti de 20 années de sûreté. Et il ne fait pas appel. Mais cette histoire n'est pas encore finie. Didier Talino a été condamné 2 fois à 30 ans de réclusion criminelle assorti de 20 années de sûreté. Il a été arrêté en 99. Il est en prison depuis. 99 plus 20 ans de sûreté. Au mieux, il est censé sortir en 2019. Eh bien, vous n'allez pas le croire, il est libéré en 2004. Après 5 années de prison seulement. Mon client est atteint d'un cancer de la plèvre. J'ai des certificats de ces médecins ici. Donc je demande l'application de la loi Kouchner de 2002 qui préconise de libérer tout prisonnier atteint d'une maladie incurable et dont les jours sont comptés. C'est la loi.
2 médecins experts ont conclu que son pronostic vital était engagé et qu'il lui restait au maximum 1 an à vivre. C'est la loi, et donc en décembre 2004, Talino quitte la prison de Fresnes et il va s'installer chez ses parents près des Sables d'Olonne. C'est la loi, mais autant vous dire que pour la famille de Carole et celle de Catherine, c'est insupportable. D'autant plus que des journalistes sont allés le filmer dans le jardin de la maison paternelle. Il n'a pas l'air si mal que ça. Il est capable de monter sur un escabeau. Et on l'a vu aussi conduire seul de grosses bagnoles. Alors conscient que l'opinion a du mal à encaisser cette libération, le garde des Sceaux de droite, Dominique Perben, demande 2 contre-expertises. Verdict, Didier Talino est en rémission. Il n'est donc plus du tout question qu'il passe de vie à trépas. Et donc, après 9 mois de liberté, retour derrière les barreaux de la prison de Fresnes, où il meurt, 1 an plus tard, à l'âge de 41 ans, des suites d'un cancer de la plèvre. Depuis, la loi Kouchner a été modifiée et seuls peuvent sortir les détenus malades qui ne présentent aucun risque de récidive. Je vous ai raconté l'histoire de Didier Talino qui tue 2 fois à 10 ans d'intervalle, Catherine Charrouot en 1989 et Carole Leyontre en 1999, 2 meurtres pour lesquels il a été condamné 2 fois à 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Et je suis donc pour débriefer cette histoire avec vous, Maître Nobel-Gentil. Vous étiez dans cette affaire l'avocat de la famille de Catherine Charrouot et c'est vous notamment qui avez tenté de relancer l'enquête 5 ans après sa disparition. Quand les parents de Catherine viennent vous voir en 94, ils sont toujours sur une disparition ou est-ce qu'ils commencent à parler de meurtre ? Certainement, la mère, la maman de Catherine, elle a plus que des doutes. Parce qu'elle dit, ma fille, c'est vrai, avait l'habitude, elle avait une forte tête, elle pouvait disparaître, elle avait déjà en quelque sorte rompu très temporairement les liens, mais juste après sa disparition, au mois de septembre 89, elle devait être la marraine de sa nièce, et c'était une famille très unie, et la mère dit jamais Catherine n'aurait rompu avec sa famille sans raison. Donc la mère, elle croit vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Mais le père, et elle croit que c'est Talino ? Non. Elle ne pense cite pas son nom ? Non. Ni l'un ni l'autre. Elle dit, il est arrivé quelque chose et je vous demande, et c'est pour ça qu'il vient de me voir, et je vous demande de tout mettre en œuvre pour essayer d'enquêter en quelque sorte, de relancer les choses, qu'on s'occupe d'elle, qu'on s'occupe de cette disparition. Mais c'est véritablement une recherche tous azimuts qu'ils me demandent. Ils me disent même à un moment donné, on a essayé, même avec l'armée du salut, on essaye par tous les moyens, mais tout ça tombe à plat. Il n'accuse pas à ce moment-là Talino. Et le père, il me dit, Didier, il est venu nous voir là quelques semaines après la disparition de Catherine. Il est venu prendre un café chez nous à Noirmoutier et il m'a dit c'est pas bien, Catherine, elle m'a abandonné, mais finalement elle vous a aussi abandonné. Et le père me dit à ce moment-là, j'ai vraiment pensé que ma fille avait fait quelque chose de pas bien, quoi. Et tout le scénario, la perversion de Talino est dans cette attitude finalement d'en arriver même à faire culpabiliser les parents par rapport à ça. C'est étonnant quand même parce que le couple n'allait pas bien et qui avait cette idée que peut-être il était violent avec elle. Oui, il le savait ou pas ça ? Oui, il savait qu'en tout cas il y avait des disputes par des amis qu'il connaissait, mais de là à soupçonner Didier, c'était pas du tout envisagé pour eux, quoi. Alors plus le temps passait, ils avaient des doutes, mais ils n'en étaient pas là, certainement pas là à ce moment-là. Et quand Talino est arrêté en 99, 5 ans plus tard, ils avaient toujours de l'espoir ou ils avaient renoncé ? Ils avaient certainement dans le fond de l'espoir, en tout cas
Ça se démontre. Le papa m'a dit tous les 3 mois, j'allais à l'état civil. Elle était née à Chaland. J'allais à l'état civil pour voir s'il y avait une mention sur son état civil. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y avait rien, tant qu'on n'avait rien découvert, ils avaient l'espoir qu'elle réapparaisse d'une façon ou d'une autre. Quand je leur ai annoncé, quand le juge d'instruction m'a téléphoné en me disant que Talino avait avoué et que je les ai appelés, on s'est parlé à ce moment-là, ils m'ont dit on finissait par penser, mais on n'a jamais voulu finalement l'admettre. Est-ce que vous trouvez qu'il est normal que en 1989, quand Catherine Charruot disparaît, il n'y ait pas eu de perquisition au domicile? Parce que on aurait sans doute retrouvé les peluches, dont il disait, lui, qu'elle les avait emportées. Peut-être, mais son scénario était vraiment crédible. C'est-à-dire que à ce moment-là, comme d'ailleurs lorsque je saisirai le parquet en 94, l'option Talino n'en était pas une en fait. Il explique les choses de façon très très convaincante et et vous l'avez très bien dit dans le récit, il a pour lui que Catherine a déjà disparu. Et donc finalement c'est un peu bis repetita. Cette version-là qui a été vérifiée est très forte. Et finalement l'enquête ne donne rien parce qu'il n'y a pas une enquête très forte. Et d'ailleurs finalement elle est partie, elle est majeure, elle a le droit de le faire. Voilà la conclusion de l'époque. Est-ce que vous pourriez nous parler de lui? Vous l'avez eu pendant 2 procès, donc premier procès et procès en appel, en face de vous. Est-ce que je résume bien les choses en disant que c'est une brute? Oui, c'est quelqu'un d'explosif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise non, qui supporte pas la contradiction et qui est capable. Dans le procès, on a quelques anecdotes très fortes là-dessus. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui est bien considéré, mais qui est capable certaines fois d'explosion dans son travail là où il travaille dans un restaurant. Il est capable, si à un moment donné quelque chose ne lui convient pas, de prendre une poêle et de la fracasser contre le mur brutalement. Il l'a fait chez lui lorsqu'il était jeune. Il a des explosions de violence, alors que dans la vie quotidienne, il passe pour quelqu'un de parfaitement normal. Mais cette explosion est redoutable. Quand il est dans le box, il a l'air d'une brute ou il fait illusion? Il fait illusion. Il parle peu, il est très sobre. Il s'en tient à sa version minimaliste, alors qu'il y a une telle tension à ce moment-là, parce que il faut bien voir que cette famille, elle a cherché Catherine pendant 10 ans, et d'un seul coup, on s'aperçoit que Talino les a véritablement menés en bateau pendant 10 ans. Il y a une énorme tension, et à un moment donné, la mère qui n'en peut plus nerveusement, elle exige vraiment la vérité, elle demande la vérité. Et il bronche pas, il s'en tient à sa version, c'est un accident, j'ai pas voulu... On n'a jamais su d'où venait sa violence. Sa mère lui donnait des coups de martinet, d'accord, mais c'est pas une explication. Non. Franchement, on n'a jamais su. Les experts qui viendront à la barre trouveront quelqu'un et le diront de façon très très claire. Trouveront quelqu'un de tout à fait normal. Ils diront simplement c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter qu'on lui refuse quelque chose. Il était un petit peu l'enfant gâté de sa mère. Il y avait plusieurs enfants et il était le seul fils et il était quand même l'enfant gâté, l'enfant à qui on disait pas non et à qui sa mère, qui était très autoritaire, qui parfois lui donnait un petit coup de martinet, mais le considérait un peu comme l'enfant roi. Donc c'est le seul élément qui est bien léger par rapport au fait qu'il a commis. On est d'accord. Explicatif. Est-ce que vous pensez, comme l'avocat général, que c'était un assassinat? C'est-à-dire qu'il a prémédité le meurtre de Catherine? Probablement pas. En tout cas, ma conviction... c'est que il a pas prémédité, il a bien su ensuite maquiller, ça, il était très fort là-dessus, mais probablement pas. L'explosion de violence, elle est immédiate, elle est due à
à peut-être le fait que Catherine lui dit j'en ai marre de tes infidélités, je veux te quitter, et d'un seul coup ça explose. Mais il a pas forcément prémédité son geste. Je pense pas. D'ailleurs, la Cour a pas retenu la préméditation. Je pense pas que ça ait été prévu à l'avance. Et est-ce qu'on sait s'il l'a trompé, puisque c'est ça qui aurait déclenché sa colère? Il était, d'après les amis communs, il était assez volage. Et Catherine avait des soupçons, puisque certaines fois, le soir, elle allait rôder autour du restaurant pour voir s'il était encore ou s'il était ailleurs. Et parfois, il était ailleurs. Il quittait le restaurant, il revenait pas chez lui. Voilà. C'était des éléments parmi d'autres. Mais ça, là aussi, ça s'arrêtait là. Enfin, tout ça est quand même un petit peu limité, quoi, comme élément explicatif. Alors venons-en à la libération anticipée après 5 ans de détention en raison de son cancer. Vous, évidemment, vous êtes monté au créneau. Oui, je suis monté au créneau parce que j'étais animé d'un double sentiment. D'abord, la loi Kouchner, personne finalement en conteste les motifs. La prison, c'est fait pour purger sa peine, c'est fait pour payer sa dette à la société, c'est pas fait pour mourir. Et donc, quand le pronostic vital est engagé, on doit finalement suspendre cette peine pour aller permettre aux détenus de mourir dignement. Ça, c'est. Vous le dites ça aux parents parce que le père. Oui, je leur explique. Qu'il meurt en prison. C'est ce que dit le père. Oui, mais j'explique que si il est vraiment au bout de sa vie, malgré qu'il ait que 39 ans, 40 ans, c'est une disposition exclusivement humaine. Par contre, la particularité, c'est que on le libère, mais on le libère. Il revient chez ses parents. Ses parents habitent sur le littoral vendéen. Et il se trouve que les parents de Catherine et le frère de Catherine habitent au même endroit. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on vient le libérer à l'endroit où habitent les parents et le frère de la victime. Et le frère me dira, vous comprenez, maître Gentil, finalement, moi je vais aller acheter ma baguette de pain, je vais le voir dans la boulangerie. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Enfin, c'est cette circonstance géographique. Il aurait été libéré et il aurait été chez ses parents en Moselle, il n'y aurait sans doute pas eu cette conjonction et cet émoi considérable. Et puis le fait aussi qu'il a eu effectivement cette rémission, parce que dans la population, on le voyait, quoi. C'est pas quelqu'un qui était dans un lit, etc. Il était dans le bourg, il prenait la voiture de son père, et même il a donné une interview dans un journal un peu spécialisé dans le sensationnel, en disant, moi, mon grand plaisir, c'est d'aller le soir sur la plage pour voir le coucher du soleil. Voilà. Et donc tout ça, évidemment, dans la population, les parents, ils font attention à leurs enfants, etc. On commence à faire des pétitions et on dit, là, c'est grave, il va encore nous tuer quelqu'un. Ça voudrait dire donc que les médecins qui ont amené leurs expertises lors de la libération ont menti, parce que eux, ils disaient, dans un an, il est mort. Ouais. Alors, ils ont menti. En tout cas, ils étaient pessimistes sur l'évolution du mal. Et chez un sujet qui était jeune, il se trouve que ce mal, à un moment donné, ce cancer de la plèvre, n'a pas évolué aussi vite qu'il aurait dû. Et lorsque le garde des Sceaux va ordonner à nouveau à deux experts de l'examiner, ils vont dire, on ne sait pas, à ce stade, vu cette rémission apparente, si le pronostic vital est engagé. En tout cas, aujourd'hui, il a une vie quasi normale. Et c'est sur la base de ces appréciations qu'il est réincarcéré. Ce que j'entends aussi, et c'est intéressant, vous vous trouvez donc dans cette position d'avocat de la partie civile, évidemment, à réclamer sa réincarcération, mais vous, en tant qu'avocat qui sans doute de temps en temps est en défense, vous êtes favorable à la loi Kouchner. Oui, moi je pense que pour cette raison essentielle que la prison c'est un lieu de détention, c'est pas un hôpital. Et lorsqu'on est vraiment à l'article de la mort, on n'a rien à faire en prison finalement. Et d'ailleurs, la prison n'est pas du tout adaptée pour mourir et pour être soigné dans les derniers instants de sa vie. Il se trouve que là, on a eu une évolution médicale qui a justifié cette suspension, et cette évolution ensuite qui a probablement justifié
la réincarcération. Et il est décédé quasiment 2 ans après sa sortie. Après sa sortie, voilà, 2 ans. Donc, les médecins qui disaient il en a pour quelques mois, il est à l'article de la mort, c'était quand même un peu trompé. Et je crois que c'est aussi son attitude, c'est-à-dire la vie qu'il a menée à Olonne-sur-Mer chez ses parents, provocatrice, véritablement, qui fait qu'il a été réincarcéré. Il se serait tenu dans la maison, il aurait été discret, etc. Il n'y aurait sans doute pas eu de soucis, et d'ailleurs, il serait mort au bout d'1 an chez ses parents. Et l'histoire se serait arrêtée là. Mais bon, il était dans l'euphorie de la libération, il allait mieux et il en a trop fait. L'aménagement de la loi Kouchner qui donc limite ces libérations pour raisons médicales aux gens qui n'ont pas de potentiel de récidive, ça vous paraît être une cote mal taillée acceptable ? En tout cas, ça me paraît acceptable. L'amendement qui a modifié la loi Kouchner, c'est vraiment on peut refuser la suspension s'il y a un risque grave de récidive. Alors c'est quand même un petit peu particulier comme raisonnement, parce qu'on se dit la suspension qui est demandée, si elle est demandée, c'est qu'un collège d'experts dit qu'il est très malade. Et refuser dans cette circonstance-là, parce qu'il y a un risque de récidive, soit il est très malade et on peut se dire que finalement le risque de récidive il est quand même mineur, soit il n'est pas très malade et auquel cas le problème de la suspension ne se pose pas. Donc c'est vraiment une cote mal taillée et qui a été une mesure législative directement induite d'ailleurs par cette affaire Tallino. C'est la conséquence de ce qui a été vécu en Vendée par cette population. C'est quelque chose qui est finalement d'application plus que marginale, parce qu'il y a un contresens et une contradiction dans les termes mêmes de cet amendement. J'aime bien les avocats qui se tiennent droit, même quand ils sont en partie civile. Merci, Maître Gentil. Merci infiniment d'avoir débriefé cette histoire.